Nous sommes de retour sur le plateau d'Inclusion for Change pour décrypter notre sujet du jour, à savoir la transition juste ou comment faire le pont entre les enjeux climatiques et les enjeux sociétaux au sein des organisations. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Caroline Renoux, qui est CEO et fondatrice de Birdeo, un cabinet de conseil, ainsi que de Nicolas Audemont, qui est membre du projet Genre et Changement Climatique chez Climates. Merci à vous deux d'être présents et bonjour à vous. Merci, bonjour. Caroline Renoux, je commence par vous. Pourquoi la transition juste se trouve-t-elle au cœur du débat sur la durabilité et quels en sont les enjeux? Sinon, on risque de tomber ou retomber dans ce qu'on appelle la fin du mois ou la fin du monde, ou une boboisation de ces sujets. Donc, c'est vraiment important que tout le monde puisse être inclus dans cette transition écologique. Et moi, je voudrais savoir, parfois on a le sentiment on peut avoir le sentiment que la transition juste, elle va pas de soi, que c'est peut-être un idéal, ou même voire une contradiction. Est-ce que dans les projets que vous avez, peut-être d'abord Nicolas et puis après vous, Caroline, est-ce que vous pouvez nous parler, je sais qu'il y a un projet dont vient de parler Judith, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette transition juste? L'idée justement de ce projet Genre et Changement Climatique au sein de l'association Climate, ça a été justement de repartir de certains fondamentaux qui étaient d'une part les enjeux climatiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique qui ont été énoncés depuis la COP21 et qui ont maintenant bien maturé, mais en se rendant compte sur le terrain, grâce à notamment à l'une de nos fondatrices, qu'en fin de compte, en termes d'adaptation au changement climatique, là je vais en parler juste très rapidement, il y a des déclinaisons très concrètes qui vont affecter plus particulièrement certaines strates de la population, en particulier les femmes. Et donc, un exemple très concret, et peut-être qu'on pourra l'aborder après, mais c'est par exemple l'approvisionnement en eau potable, qui est dans nos régions occidentales assez sécurisé, mais effectivement, dans d'autres régions, c'est un véritable enjeu. Et dans certaines régions, ce sont les femmes, au pluriel, qui ont justement cette charge. Et cette dimension climatique va justement renforcer cette vulnérabilité. C'est ça que notre projet voulait justement essayer de sensibiliser les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Est-ce que justement, vous pouvez nous parler concrètement de la manière dont ça se décline, ces programmes à l'intérieur des pays au sein desquels vous êtes présents? Effectivement, là, quand on parle d'adaptation au changement climatique, on pourrait y parler effectivement des heures, parce que chaque région du monde aura ses particularités en termes de modification de l'environnement, etc. Nous, on a un projet qui a vocation justement à rendre ça concret pour, en tout cas, les jeunes Français. Donc, on va utiliser des exemples qui parlent effectivement aux Français métropolitains. On va pas parler des territoires d'outre-mer, etc. Mais effectivement, le but, c'est aussi de relayer aussi la parole de certains de nos partenaires, par exemple au Népal, etc., avec qui on est en contact et qui, eux, justement, ont une façon de traiter les enjeux de genre qui est un peu différente, parce qu'il y a des éléments aussi de sécurisation, de violence liées au genre qui sont un peu différentes. Ça ne veut pas dire qu'ici, on a réglé tous ces problèmes-là, mais les dimensions sont regardées d'une autre focale. Et nous, le but, c'est vraiment de pouvoir vulgariser en fin de compte ce qui est fait sur le terrain, mais surtout des travaux de recherche qui sont peu réalisés en France, malheureusement. Comment est-ce que la transition juste, qui est défendue par la COP, par l'OIT, par l'ONU, peut inspirer les stratégies RSE et diversité et inclusion au sein des entreprises ? Alors, je pense que ça peut se faire dans les deux sens, parce que je crois aussi que les gouvernements peuvent s'inspirer aussi beaucoup de ce qui se fait dans les entreprises. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans la diversité qu'on a le droit de mesurer en entreprise, il y a l'âge et il y a est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes. Moi, ce que j'ai constaté, puisqu'on a un cabinet de recrutement et on place des freelances et des gens en CDI. Uniquement sur des sujets de transition écologique et sociétale. On a 70% de femmes qui sont placées et 10% des gens ont plus de 55 ans. Donc rien qu'en fait, le fait de parler de transition, naturellement, il y a quand même plus de femmes qui se mettent dessus parce que, comme vous l'avez dit, monsieur, elles sont beaucoup plus touchées. Et en France aussi, parce que leur salaire est plus faible, parce que souvent elles sont plus souvent seules avec des enfants, donc l'accès au logement est plus difficile, la nourriture est plus chère, un logement qui est mal configuré, on paye plus cher aussi son énergie. Si on mange pas bien, on est vraiment en mauvaise santé.
Et c'est là-dessus, pour revenir à votre question, que les entreprises peuvent agir, c'est proposer des services qui permettent aux gens de mieux se loger et de pouvoir manger d'une façon saine et de pouvoir manger d'une façon saine avec des produits locaux. Nicolas Audemont, je vous pose plus ou moins la même question, à laquelle j'ajoute quand même la question de pourquoi est-ce que c'est si compliqué à mettre en place, en fait. Justement, la conjonction de différents, ce qu'on appelle, nous, dans notre association, cercle de domination, c'est aussi des termes qu'on a repris et qu'on s'est inspiré d'autres sociologues et activistes, surtout sur les thématiques d'inclusion et de racisme, etc., de colonialisme. Justement, nous, ce qu'on montre dans notre outil qu'on a essayé de développer, qui s'appelle la fraise de l'écoféminisme, c'est de montrer justement qu'en fait, ce problème de changement climatique, cet enjeu est à la base de différents cercles qui sont, si ce n'est millénaires, en tout cas pour le patriarcat, pour le colonialisme, en tout cas centenaire. Et donc, en fait, pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'on est sur des enracinements temporels qui sont sur le temps long, sur lesquels, en fin de compte, on est vraiment sur une culture qui, en fin de compte, est limite, fait partie de notre nature parce qu'on a été élevé avec ce genre d'enjeux, en fin de compte. Ce qu'on essaye de montrer, du coup, c'est que là, il s'agit pas d'avoir des projets opérationnels qu'on peut sortir d'un chapeau qui puissent résoudre certaines situations, mais d'aller questionner justement au global les organisations, les institutions dans la façon dont ils font justement les politiques publiques. En ce qui nous concerne, on est plus sur ce volet-là, et en l'occurrence, comment fonctionne leur administration. Il y a quoi dans cette fresque, juste pour nous donner un peu une idée, les thématiques qui sont abordées, ou même d'ailleurs les réactions des gens? Alors le public, c'est plutôt des jeunes et des moins jeunes, justement. À l'origine, Climate, on était plutôt sur des sensibilisations destinées aux moins jeunes pour leur faire comprendre les négociations internationales. Avec la fraise de l'écoféminisme, justement, on a décidé d'aller chercher un peu plus loin, notamment parce que c'est des sujets qui, sont effectivement, l'écoféminisme, c'est un sujet assez niche, mais on essaie justement d'aller voir tout public. On a essayé de l'amener chez des collégiens, par exemple, donc il y a un public assez particulier où il faut justement avoir beaucoup de pédagogie pour leur expliquer quelles sont les implications, par exemple, du néocolonialisme ou de la maternité, justement, dans la vulnérabilité climatique et sur lesquelles, eux, ça leur parle pas vraiment. Et globalement, nous, des thématiques très concrètes de cette fresque-là, c'est vraiment de montrer en quoi, donc, les 4 cercles de domination que nous, on a nommé capitalisme, colonialisme, patriarcat et domination du vivant, en fin de compte, se répondent dans un certain nombre de fiches thématiques concrètes. Exemple, travail domestique, maternité, ça je l'ai évoqué, mais également les transports. L'idée, c'est de montrer aux participants, en fin de compte, que même en France métropolitaine, il y a justement des vulnérabilités qui sont exacerbées par les enjeux sociaux et les assignations de genre et de racisation. Je fais le lien avec ce qui vient d'être dit, avec toutes ces notions qui sont des notions beaucoup utilisées dans le militantisme. Exact. Comment on peut faire pour faire cette transition, ou pas de transition, non, en tout cas, ce pont, cette déclinaison, comment on peut intégrer ça, parce que moi, il me semblait qu'il y avait quand même pas mal de notions de leadership, et là, vous avez peut-être parlé de culture. Donc, comment on fait le lien entre ce qui se passe dans la société civile qu'on peut amener dans l'entreprise? Alors, il y a plusieurs façons, mais c'est vrai, souvent, ce qui va commencer à inspirer le dirigeant d'une entreprise, c'est voir l'intérêt économique de ce que ça peut apporter. Voilà. Et il y a des études qui sont faites par des grands cabinets de conseil internationaux comme McKinsey, le BCG, qui démontrent qu'une entreprise, si elle est inclusive dans son management, dans ses critères de recrutement, elle performe mieux. Ça fait partie des arguments qui donnent en tout cas des idées aux dirigeants. Et puis après, c'est de l'accompagnement et de la conduite du changement. Déjà, c'est se dire que ça va pas se faire du jour au lendemain et que le yaka faucon ne suffit pas. Par exemple, les fresques, c'est des outils mais qui sont formidables et en entreprise, elles sont beaucoup déroulées. Donc c'est une première sensibilisation, mais il faut qu'il y ait des actions derrière pour que ça puisse perdurer et puis que ce soit mesuré. Est-ce qu'il faut faire un travail sur le vocabulaire, la taxonomie pour justement, alors sans débarrasser l'engagement évidemment et l'historique qui est sous-jacent à tous ces phénomènes, mais quand même pour permettre
aux leaders qui sont bien souvent des hommes, etc., de s'emparer des sujets, d'en faire un sujet de comex et de se dire que ça leur appartient tout autant que à une base militante, voilà, de facto. Enfin. Je pense que déjà un enjeu, c'est effectivement de démystifier justement les sujets dont on vient un peu de parler très rapidement, surtout des concepts effectivement qui appartiennent plutôt à la sphère parfois sociologique, scientifique, et qui effectivement parfois sont taxés effectivement de certains, on va parler de wokisme, etc., qui vont du coup être teintés de certaines idéologies dites négatives, etc. L'idée, c'est vraiment de repartir d'exemples aussi, quand je dis opérationnel, vraiment du terrain et de la réalité. Je reprends en gros cet exemple de Fraisse parce que c'est ce qu'on connaît nous, mais en réalité, je pense que exemple. C'est un exemple. Mais très concrètement, l'idée, c'est vraiment de repartir, et ça, peut-être que je travaille aussi dans une mode de conseil, l'idée, c'est vraiment de repartir des chiffres aussi pour que ça parle également aux gens. Et je pense que c'est une bonne façon aussi de marquer justement ce genre de profil autour d'exemples très concrets parce qu'en fin de compte, un chef d'entreprise, un leader ou peu importe, également, en fin de compte, un citoyen lambda qui marche dans la rue, qui prend les transports ou la voiture, etc., et lui montrer en fin de compte les impacts très concrets justement d'une transition par exemple des mobilités sur pourquoi en fin de compte c'est super important d'avoir justement cette focale genre sur les transitions des mobilités parce que les femmes prennent de manière plus importante les transports et qu'en fin de compte faire une stratégie de transport régionale devrait justement prendre en compte justement cet aspect même si effectivement il y a tout un travail à faire. Là, c'est un exemple. Là, j'ai pas le chiffre, mais si j'avais le chiffre, ça parlerait beaucoup plus. Et aussi avec on l'utilise un peu moins, mais effectivement du storytelling. Oui. Je pense que c'est ça aussi qui peut vachement parler. Après, l'idée, c'est pas de brosser dans le sens du poil, mais effectivement d'amener justement tout public, et c'est ce qu'on essaie aussi de faire, sans renier le propos général, parce que le but c'est pas non plus de diluer en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et justement entre le risque de la dilution et le risque de greenwashing ou de social washing une fois que les choses font l'objet d'une appropriation, comment on fait pour faire en sorte que cette transition juste advienne et soit prise en main au sein d'entreprises sans que ce soit finalement un outil de com et de marketing, de pur storytelling et pas d'action concrète. Alors, il y a une piste qui est vraiment de remettre la diversité et l'inclusion aussi au niveau de la gouvernance, comme ça l'est maintenant la décarbonation. C'est-à-dire, vous avez probablement entendu parler de backlash RSE, ESG, etc. Il y a un sujet qui reste, c'est la décarbonation, parce que c'est au niveau de la gouvernance de l'entreprise que ça se passe, parce que on sait mesurer le carbone, parce que on rend des comptes dessus. La diversité, l'inclusion, la justice sociale, ça peut être remis aussi au niveau de la gouvernance. Ça veut dire aussi dans les incentives des patrons. Parce que pourquoi ils décarbonent les patrons ? Aussi parce que à la fin de l'année, quand on va calculer leur bonus, on va regarder l'EBITDA, donc le chiffre classique financier, et la décarbonation. S'il y a aussi, alors évidemment, il faut prendre les bonnes mesures et il ne faut pas que ce soit du greenwashing, mais ça permet quand même de mesurer et d'inciter. Justement. Alors, j'allais dire justement comment est-ce qu'on mesure, mais peut-être que d'abord vous voulez répondre, Nicolas, à cette question. Pour moi, il y a différents leviers complémentaires. Ce que je voulais peut-être aussi ajouter, c'est que à titre personnel et aussi collectif, ce qu'on défend, c'est qu'il y a différentes mesures et en partie pas nécessairement la coercition, mais ça doit également venir du pouvoir institutionnel, étatique, mais pas que. En fin de compte, pour justement à la fois entraîner les entreprises, les leaders d'entreprises, mais également les citoyens, il faut qu'il y ait justement une prise de conscience qui soit accompagnée, mais sur lesquelles, en fin de compte, il y ait justement des obligations, comme on l'a fait pour la parité dans certaines organisations, en particulier dans les cercles politiques. Et ça a des effets, notamment aux États-Unis, quand ils font des campagnes justement de discrimination positive. Ça, en France, on est encore très frileux de le faire, et c'est là-dessus, je pense qu'il faudrait aussi jouer. Justement, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de ces actions de manière très concrète ? Est-ce que vous avez, vous, des préconisations, des indicateurs, des points, des KPIs ? Alors, de notre côté, nous, je trouve que c'est un sujet assez exploratoire. Par exemple, pour une petite anecdote, on a été justement
consulté par la mairie de Paris justement, enfin la ville de Paris, qui essaye justement de réfléchir sur l'intégration des enjeux de genre dans leur politique publique. Ils ont déjà fait un budget sensible au genre, mais qui est plutôt en lien avec les inégalités. Et là, ils avaient comme idée de pouvoir regarder leur plan climat à travers justement les enjeux de genre et les inégalités de genre. Alors, vaste travail sur lesquels l'ensemble des parties prenantes autour de la table, en fin de compte, n'avait pas tellement d'idées parce que à partir de quand on va justement regarder est-ce qu'on regarde en termes d'impact, est-ce qu'on regarde aussi en termes d'euros financés qui iront sur telle organisation, mais comment faire en sorte que comment analyser comment dire, j'arrive plus à trouver ce mot-là, mais de faire en sorte que cette organisation justement finance une transition. Voilà. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que effectivement, il y a pas de, nous en tout cas, on n'a pas trouvé de KPI ou d'indicateur très précis à ce sujet. Et c'est tout l'objet aussi des travaux à l'échelle internationale que sont en train de mener certaines organisations au sein de la CNUC, la Convention sur les changements climatiques, parce que là, il y a justement une refonte de tout le projet genre et changement climatique qui est à l'œuvre en ce moment. Donc une réponse pour dire pas grand-chose de notre côté en tout cas. Surtout qu'après, il y a ce qu'on a le droit de mesurer et ce qu'on n'a pas le droit de mesurer, parce qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser en France et qu'on pourrait poser dans d'autres pays. Voilà, par exemple, sur le genre, on n'a pas le droit de poser cette question. On n'a pas le droit de poser ces questions en France, sur l'origine aussi. Il y a des moyens de contournement. Il y a des moyens de mesurer, parce que là on parle de plus l'efficacité. L'idée c'est pas forcément de mesurer qui est quoi, c'est plutôt de mesurer. Je comprends, mais quand on est en entreprise, qu'il y a des reportings à faire, il y a quand même des choses on ne peut pas les faire. Et je me permets de vous dire ça parce que moi j'ai échangé avec plusieurs personnes en charge de la diversité et de l'inclusion dans des entreprises internationales. Et selon les pays, la culture est totalement différente, la loi est totalement différente, et c'est complexe de vouloir aussi tout ramener et parfois vouloir trop simplifier. Je me posais une question plutôt en termes de perspective, comme par exemple comme vous faites du recrutement. Oui. Est-ce qu'il y a plus de demandes de compétences vertes ou de compétences d'inclusion dans les recrutements en cours? Est-ce que c'est vraiment une compétence demandée, ou finalement qu'ils les aient ou qu'ils les aient pas, le plus important c'est de savoir faire du management de projet? C'est difficile de répondre comme ça, parce que à nouveau on est. Je pense que comment dire. En général, quelqu'un qui cherche à recruter, ne va pas dire je ne veux pas un vieux, je ne veux pas une femme. Il ne s'en rend même pas compte en fait. Il aura tendance à recruter quelqu'un qui lui ressemble, ou alors quelqu'un qui ressemble à la fonction que cette personne. Enfin, s'il connaît quelqu'un qui a eu cette fonction avant et qui lui plaisait, il va avoir tendance à recruter la même chose. C'est aussi pour ça que on se retrouve avec des dirigeants qui ont tous les mêmes diplômes, etc. C'est qu'on a tendance à recruter spécifiquement comme ça. Après, quand on entend que il faut qu'il y ait plus de femmes et il n'y a pas suffisamment de candidates adéquates pour des postes de dirigeants du CAC 40. Bon, là, on sait que c'est n'importe quoi. Donc, il y a des initiatives comme celle de Marlène Schiappa. En fait, elle, avec un groupe, elle détecte des femmes qui potentiellement pourraient être dirigeantes de boîtes du CAC 40. Ça fait partie des choses, qui aide. Après, moi, il y a aussi une initiative que je trouve intéressante, parce que on parlait des cabinets, des grands cabinets de conseil. Souvent, les grands cabinets de conseil, ils vont recruter à peu près des clones qui ont tous les mêmes diplômes, etc. Et il y en a quand même certains qui font des expérimentations en recrutant des gens qui viennent plus de la diversité. Alors, ils vont pas dire de la diversité, mais du coup, ils vont plutôt aller chercher des gens qui auront fait une université à Saint-Denis, par exemple. Ce qu'ils ont constaté, c'est que ces collaborateurs mettent un peu plus de temps à s'intégrer. Donc, l'apprentissage est un peu plus long. Ils ont moins les codes culturels, par exemple. En revanche, ils vont rester plus longtemps. Et ça, pour un cabinet de conseil, quelqu'un qui reste plus longtemps, ça fait partie de sa performance, entre guillemets.
Je pense que malheureusement on a explosé notre J'avais une dernière question. Oui. Notre émission s'achève. Je vous remercie mille fois tous les deux pour ces échanges nourris. Merci Caroline Renoux et Nicolas Audemont. Merci Maya. Merci donc de nous avoir rejointes sur ce plateau. Inclusion for Change revient le mois prochain pour parler des seniors en entreprise, un grand sujet très important. Et entre-temps, vous pouvez voir ou revoir l'ensemble de nos émissions sur le site internet Bismart. À très bientôt.